Donc là, vous comprenez où je veux en venir, c'est-à-dire que l'accompagnement bienveillant et bien traitant de qui que ce soit, en fait, même s'il s'agit d'accompagner un proche, d'ailleurs ça marche aussi pour les membres d'une famille qui accompagnent un patient ou un proche qui a un cancer ou une maladie difficile, l'accompagnement n'implique pas le sacrifice de soi. Quelle que soit la puissance et la réalité et la violence de ce que subit l'autre, ça n'implique pas nécessairement qu'on se fasse subir à soi-même une contre-violence. Au contraire, d'écouter la situation de souffrance de l'autre, mais d'écouter en même temps les conditions dans lesquelles on peut être le mieux à même d'écouter cette souffrance. C'est-à-dire ne pas être soi-même dans une contre-souffrance. Si je suis en souffrance en train d'écouter la souffrance de l'autre, ça va devenir très très compliqué très très vite. Donc c'est une manière très, très juste en fait de ressentir les choses. Je vais vous donner d'autres exemples, toujours dans cette question des conditions, c'est-à-dire de ressentir l'ajustement nécessaire pour améliorer les conditions dans lesquelles ça va être possible de se tenir en présence de la souffrance de l'autre et d'être respectueux de cette souffrance. Ça, c'est parce que je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne s'agit pas d'écouter la souffrance de l'autre. Et il ne s'agit pas de faire passer sa souffrance personnelle au profit de la souffrance de l'autre. Mais ni l'inverse. La souffrance de l'autre, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa raison, que ce soit une guerre, un survivant d'une guerre, d'un attentat, d'un viol ou de choses horribles, réellement objectivement horribles, ça n'implique pas nécessairement pour autant de sacrifier son propre bien-être pour pouvoir être dans la mesure d'écouter cette souffrance. Je pense sincèrement qu'il faut pouvoir être soi-même dans une certaine posture de bien-être et de non-violence envers soi-même pour pouvoir écouter des espaces dans lesquels justement il y a l'exposition d'une violence, d'une souffrance qui est réelle, tout aussi réelle et tout aussi importante. Donc par exemple un autre exemple, pléonasme, par exemple un autre exemple, euh, je travaillais aussi donc toujours dans ce service infirmier. Je suis allé au domicile d'une dame qui s'occupait de sa mère. Alors la dame était déjà âgée, d'une soixantaine d'années. Sa mère était déjà âgée, donc d'à peu près 80 ans. Et dans la famille, c'était celle à qui il était échu de s'occuper de la mère. C'est-à-dire les autres membres de la famille, la fratrie, personne n'avait vraiment envie de prendre ce rôle. Et donc c'était cette femme qui nous recevait à domicile pour que je puisse rencontrer sa mère. Je pense que vous avez suivi, donc la dame de 60 ans et sa mère de 80 ans. Et j'ai très vite remarqué que la situation générale de relation entre la mère et la fille était relativement tendue et tendue d'agressivité passive, voire franchement actée. Et une de ces agressivités passives, c'était que la caisse. Alors il y avait plusieurs chats. La dame qui nous recevait chez elle, qui s'occupait de sa mère, avait plusieurs chats. Je ne sais plus combien, mais quasiment 6. Elle recueillait tous les chats malades qu'elle pouvait, enfin les chats abandonnés du voisinage. Et la caisse, une caisse des chats, enfin je crois que la caisse principale des chats, se trouvait sous le lit de la mère. Alors déjà, rien que ça, c'est un peu particulier, mais bon, voilà. Et en été, avec les chaleurs, ça entraînait un dégagement d'odeur insupportable. Donc faire un entretien dans de telles conditions, avec la caisse du chat, les odeurs, la chaleur, ça me semblait tout bonnement impossible. C'est une contradiction viscérale par rapport au principe que j'ai énoncé dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire de bien-traitance, d'auto-bien-traitance, impossible dans une situation de non-reconnaissance de la maltraitance qui était en train d'être en cours. Alors, je n'ai pas nommé la maltraitance auprès de la mère parce que j'ai bien compris qu'il s'agissait d'une relation complexe entre la mère et sa fille et qu'on ne pouvait pas juste y mettre ses gros pieds et ses deux sabots en parlant de maltraitance. Mais par contre, dans la situation, dans le contexte dans lequel j'étais, d'accompagner vers une bienveillance, une bien-traitance, en tout cas de moi être dans les bonnes conditions pour pouvoir être bienveillant, charité bien ordonnée commence par soi-même, il fallait absolument résoudre ce problème de caisse. Pas forcément pour la relation mère-fille tout de suite, mais déjà pour ma relation possible avec la mère. Donc je l'ai nommé. J'ai nommé. Et c'est d'autant plus étonnant en fait la situation. C'est vraiment ça, ça souligne encore plus la nécessité de ce point de vue que je défends là depuis quelques vidéos.
euh, d'être bien traitant avec soi-même. C'est que cette situation de caisse de chat, j'avais vaguement entendu parler lors des réunions, les infirmières ou les aides-soignantes en parlaient, mais elles en parlaient comme d'une anecdote. Et une anecdote notable, mais une anecdote tout de même. Et jusqu'à ce que moi-même je me déplace à domicile et que je suive, je vive la situation de moi-même, je n'avais pas l'idée réelle de l'absurdité de la situation et du niveau de maltraitance que ça sous-tendait, y compris dans la relation entre la mère et la fille. Mais c'était une relation de maltraitance complexe, avec une histoire complexe, donc il ne s'agissait pas de mettre les deux pieds dans le plat en traitant tout de suite la fille de maltraitante. Mais par contre, de reconnaître qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une situation d'agressivité mutuelle, d'agressivité passive ou active et de maltraitance. Alors, je l'ai nommé, et j'étais le premier à le faire finalement, puisque j'étais en train d'écouter ma bientraitance personnelle, et j'étais plus dans un sacrifice de moi-même. Imaginez la situation de vivre des entretiens avec ces odeurs, avec cette situation-là. C'est pourtant ce que faisaient les infirmières et les aides-soignantes quotidiennement. Donc je l'ai nommé auprès de la fille qui nous recevait, elle l'a mal pris dans un premier temps, c'est souvent la réaction quand personne n'a jamais nommé le sujet, comme si ça ne dérangeait personne. En fait, la réalité, c'est que dans une philosophie de sacrifice de soi et d'écoute de la souffrance de l'autre au mépris de sa souffrance à soi, ça permet ce genre de situation. C'est une circularité vicieuse. C'est-à-dire que plus on est dans cette situation-là, et plus ça devient normal d'accepter ce genre de choses-là. Et le problème, c'est que pour les soignants, les accompagnants et autres, et les thérapeutes, peut-être que dans un premier temps, ça donne l'impression d'être mineur par rapport à la souffrance générale de la famille, de la situation qu'on accompagne ou de la maladie qu'on accompagne. Mais à force d'accompagner ça professionnellement dans différentes occurrences, ça se multiplie par le nombre de patients. Et donc après une journée, une semaine, un mois et des années de ce traitement-là, vous êtes dans une auto-maltraitance qui s'ignore, mais qui est devenue une normalité et qui pousse à des situations de maltraitance personnelle, de dépression, de dévalorisation, de perte de goût du travail en fait, de perte de goût de l'accompagnement. Donc c'est vraiment capital ce que je nomme là. Donc là, on le prend en amont, dans une situation où il est devenu normal de souffrir et d'accepter ça, et où moi, dans mon organisme, quelque chose me dit que non, non, je ne peux pas juste accepter d'être maltraité à mon tour, alors que je ne fais pas partie du système familial, et que du coup, à partir de là, je peux amener un sang neuf et un regard différent, et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai nommé que voilà, moi je ne pourrais pas continuer les entretiens avec sa mère, et pourtant elle en avait besoin et elle en était demandeuse, mais je ne pourrais pas dans des conditions où la caisse du chat en plein été était sous le lit de sa mère. Et c'est tout ce que j'ai dit, je n'aimais pas nommer la maltraitance éventuelle dans laquelle la fille était envers la mère. J'ai rien nommé de tout ça parce que c'est un travail en cours et ça demandait beaucoup plus de doigté et de subtilité que ça. Mais déjà par rapport à mes conditions à moi, mes conditions de maltraitance, c'est ce que j'ai nommé. Elle a râlé, elle a enlevé la caisse, l'entretien a pu se passer et les fois suivantes, chaque fois que j'étais là, il n'était pas question que la caisse soit là aussi. Et en fait, grâce à ça, je me suis mis dans une disponibilité de bienveillance aussi envers la fille. Parce que ça m'a permis d'écouter qu'en fait, il y avait une situation de maltraitance, certes, mais une maltraitance aussi pour la fille. Parce que la fille ne s'écoutait pas dans le fait de devoir accompagner sa mère, d'être la seule responsable dans toute la famille, dans toute la fratrie. Il y avait deux autres, un frère, deux sœurs, je ne me souviens plus exactement. Mais il y avait toute une autre fratrie qui aurait pu s'en occuper. Non, ça lui échoue. Oh, je n'arrive pas à conjuguer ça. Ça lui échouillait. ça, ça lui tombait dessus. C'était sa responsabilité de s'occuper de la mère. Et donc, c'était aussi quelque chose de très pénible de s'occuper d'une mère malade et à temps plein, avec en plus la visite de tous les soignants, infirmières et aides-soignantes et psychologues qui venaient continuellement à la domicile. Donc ça aussi, à partir du moment où la communication a pu s'entretenir avec la mère, j'ai pu l'écouter aussi dans sa souffrance à elle. J'ai écouté la souffrance de la mère, j'ai écouté la souffrance de la fille, et progressivement, ça a servi de canevas. Ça veut dire que la fille a pu se rendre compte qu'elle-même était en souffrance, mais en souffrance refoulée. C'est-à-dire qu'elle aussi, comme les soignants jusqu'à présent, comme la situation générale, elle était dans une souffrance qu'elle ignorait au profit de la souffrance supposée de sa mère. C'est-à-dire qu'elle devait bien, il fallait bien que quelqu'un l'accueille, il fallait bien que quelqu'un s'en occupe, et c'était elle.
Donc elle souffrait de n'avoir plus d'intimité chez elle, d'avoir plus d'espace pour elle. Donc ce qu'elle a fait, c'est-à-dire exactement ce que moi j'ai fait avec elle avec la caisse du chat, elle a commencé à manifester le besoin d'être allégée, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui puisse aussi s'occuper de sa mère de temps en temps, au moins quelques jours dans la semaine. On a mis en place un processus là avec l'équipe pour trouver une institution qui puisse la prendre en charge 2 3 jours par semaine. Il fallait payer cette institution, c'était pas gratuit, c'était privé. Et là, elle a intervenu comme moi j'ai fait, c'est-à-dire que c'était plus une question. Son bien-être à elle était une nécessité, c'était devenu une nécessité au même titre que mon bien-être à moi, au même titre que le bien-être des soignants, au même titre que le bien-être de la mère. Et donc elle a manifesté la nécessité pour la fratrie de participer financièrement, à défaut de prendre la mère chez eux, puisqu'ils ne le voulaient pas, de participer par obligation. Elle leur a même dit, si vous ne le faites pas, je vous intente un procès pour non-assistante à personne en danger. Et puis, et donc ils ont payé. Ils ont payé et elle a écouté son bien-être. La mère a pu aller dans une institution 2 3 jours par semaine pour rencontrer d'autres gens, faire des activités, vivre autre chose que cet espace clos maltraitant à l'intérieur du système familial. Et tout le monde s'en est sorti avec quelque chose de positif. Moi, j'ai pu faire mes entretiens. La mère a pu livrer sa difficulté d'exister, de vieillir et sa peur de mourir. La fille a pu exprimer son mal-être par rapport à... Et l'équipe s'est trouvée allégée aussi, puisque progressivement, la caisse du chat a trouvé une autre pièce de destination, puisque ça s'est apaisé. Voilà. Tout ça, j'ai fait un long parcours pour vous arriver à ça, mais vous voyez l'importance à un moment donné d'être dans la justesse et non pas dans le sacrifice de soi. Parce que dans cette histoire-là, si j'avais rien dit, si je m'étais sacrifié au profit du malheur de cette grand-mère qui avait une situation difficile, j'aurais souffert, je n'aurais pas été dans une réelle bienveillance ou dans une tension intérieure pour pouvoir écouter avec disponibilité la grand-mère alors que j'étais dans les odeurs de merde et la chaleur. C'était impossible, donc c'est manifesté et du coup tout le monde serait resté dans la même situation, c'est-à-dire la mère, la grand-mère, moi, l'équipe soignante, alors que le cercle vertueux dans l'autre sens, eh ben, c'est ce qui a permis à un moment donné d'assainir les choses, de les rendre plus respirables, si j'ose vraiment cette métaphore.